Il n'y a pas très longtemps, je faisais une vidéo sur les vagues du féminisme et plusieurs d'entre vous, enfin 2-3 mais ça fait plusieurs, m'ont fait la remarque que la quatrième vague du féminisme était souvent vue comme tournée vers les violences sexuelles, et c'est le cas. Aujourd'hui, je vais justement en profiter pour expliquer pourquoi je pense, et je ne suis pas la seule, j'ai vu également d'autres personnes s'exprimer sur le sujet sur les réseaux, pourquoi je pense que nous sommes actuellement en plein backlash de cette quatrième ou cinquième vague du féminisme selon les interprétations. C'est peut-être pas du tout clair là comme ça, mais vous inquiétez pas, normalement ça devrait le devenir avec les explications. Si vous avez vu ma première vidéo sur les vagues du féminisme, et vraiment je vous conseille d'aller la voir avant de regarder celle-ci, je vais la mettre dans le petit i, sinon vous risquez vraiment de rien comprendre. Donc si vous avez déjà vu cette vidéo sur les vagues du féminisme ou si vous connaissez déjà bien le sujet, vous devez savoir que la première vague du féminisme rassemble les mouvements de femmes qui vont se battre, qui vont lutter pour leurs droits civiques, que la seconde vague, quant à elle, rassemble les femmes autour de la question de l'appropriation de leur propre corps, avec notamment les questions d'IVG et de contraception, et que les troisième et quatrième vagues, ou uniquement la troisième, si comme moi vous considérez qu'il s'agit d'une seule et même vague, mais en réalité peu importe, ça va pas vraiment avoir d'incidence sur la suite de la vidéo. Donc cette troisième et quatrième vague se consacrent aux questions de l'intersectionnalité et de l'inclusivité, avec notamment des mouvements qui vont s'intéresser aux conditions particulières de certaines femmes, aux conditions de ces femmes qui vont subir plusieurs systèmes de domination, et notamment les questions de racisme et les questions de transphobie. Comme je l'ai déjà dit dans la précédente vidéo sur les vagues du féminisme, je tiens à repréciser ici que ces vagues, en tout cas cette numérotation de vagues, n'a strictement aucune valeur pour résumer l'histoire du féminisme. Cette numérotation, ces 4 ou 5 vagues, c'est totalement centré sur l'Occident, et ça omet bien évidemment des mouvements féministes qui ont eu des caractéristiques structurelles similaires, qui ont aussi fonctionné sous la forme de vagues avec un backlash derrière. Et d'ailleurs, finalement, ce qui m'amène à faire ces vidéos sur les vagues, ce qui m'a amené à vous les présenter pour mieux les comprendre dans la précédente vidéo et à en reparler aujourd'hui pour traiter du backlash, c'est justement ces caractéristiques structurelles, ce fonctionnement, cette espèce de répétition cyclique. Et je trouvais ça intéressant pour envisager la suite de nos mouvements actuels, pour réfléchir aux moyens d'action féministes, de prendre en compte ce fonctionnement, de l'assimiler, et c'est pour ça aussi que je tenais à l'expliquer, et c'est pour ça que j'ai fait ces 2 vidéos sur le sujet. J'envisage d'ailleurs de faire aussi des vidéos pour traiter justement de mouvements féministes un peu oubliés, de choses qui se sont passées et que pourtant on retrouve pas dans le discours féministe, on retrouve pas dans les histoires du féminisme, dans les chronologies féministes qui sont faites. J'ai encore beaucoup de recherches à faire sur la question pour le faire, et d'ailleurs si vous avez des idées, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Les dernières vagues du féminisme ont bien fait comprendre que l'idée de l'inclusivité était importante et devait être prise en compte. J'ai l'impression que c'est vraiment la toile de fond des vagues du féminisme, cette idée d'inclusivité qui s'est vraiment matérialisée dans la troisième vague en l'occurrence, mais j'ai l'impression que c'est vraiment un fil rouge dans la lutte féministe, puisque concrètement, lorsque les vagues apparaissent, on finit justement par avoir des polarisations entre les féministes, des oppositions entre les féministes, et c'est à ce moment-là souvent que l'opposition patriarcale, que les hommes vont en profiter pour faire ce retour de bâton, ce backlash. C'est-à-dire que oui, les hommes se sont organisés, oui, les hommes ont créé des processus, ont fait des actions, même minimes, comme le harcèlement sur internet ou tout ça participe à du harcèlement sur internet, c'est déjà une marque d'opposition, même minime, qui peut venir justement de nos opposants, qui peut être patriarcal sous certaines formes, mais alors pas uniquement, hein, parce qu'on a aussi du harcèlement raciste et ainsi de suite, mais où je voulais en venir. Ah oui, voilà. Le fil rouge du féminisme, c'est un petit peu cette inclusivité. Alors évidemment, il y a encore des écueils aujourd'hui, et on va en parler un petit peu plus loin quand je vais justement parler de comment je conçois les polarisations de la vague féministe actuelle. Je vais en revenir à mon script parce que là je me suis totalement perdue. Donc les dernières vagues du féminisme ont donc bien fait comprendre aux femmes que le militantisme avait tout intérêt à être partagé au maximum. Après la première vague, on comprend que le féminisme ne peut pas concerner que les femmes bourgeoises.
Ensuite, après la seconde vague, on comprend que le féminisme ne doit pas être uniquement universitaire et institutionnel, puisque en l'y cantonnant, c'est exactement comme quand on se concentre sur les femmes bourgeoises, on s'éloigne de la totalité des femmes, on s'éloigne des vraies femmes, pas au sens que les bourgeoises ne sont pas des vraies femmes, c'est pas du tout ce que je veux dire, mais au sens où les bourgeoises sont une minorité de femmes, c'est-à-dire on s'éloigne de la totalité des femmes. Alors évidemment, on ne peut pas en faire un ensemble homogène parce que ce n'est pas un ensemble homogène et justement c'est bien ce qui fait qu'il y a des polarisations au sein du féminisme. Mais voilà, on va s'éloigner en fait de ces différentes expériences particulières que peuvent vivre les femmes et justement ça c'est un constat qui est fait après la seconde vague et ce n'est pas pour rien si la troisième ou quatrième, si la vague suivante en Europe en tout cas, va du coup se concentrer sur l'inclusivité avec notamment les femmes racisées et avec également les femmes trans. Et quand je dis ça, c'est pas vraiment en mode les bourgeoises se sont rendues compte qu'il fallait aussi les femmes prolos, ensuite ces femmes bourgeoises et prolos se sont rendues compte qu'il fallait aussi les femmes racisées et les femmes trans, pas du tout, c'est pas comme ça que ça se passe malheureusement. Malheureusement c'est plutôt les femmes prolos ne sont pas reconnues dans le féminisme et ont donc lutté pour s'y inclure d'elles-mêmes. Les femmes racisées et les femmes trans ne sont pas senties incluses dans le féminisme de la deuxième vague et ont donc créé leur propre discours, créé leur propre mouvement pour y entrer d'elles-mêmes, ont donc lutté pour se faire leur place. En fait voilà, les mouvements féministes ils vont commencer à s'effriter quand certaines femmes se rendent compte qu'ils n'apporteront pas de changement concret à leur situation. Donc loin de moi l'idée de minimiser l'importance des combats féministes, l'importance des vagues auxquelles je n'ai pas participé évidemment, mais c'est intéressant en fait de les comprendre et de voir là où il y a eu des écueils pour essayer d'éviter de faire les mêmes, parce que très concrètement, et je vais en parler un petit peu plus loin, j'ai l'impression qu'on est en train de faire les mêmes. C'est essentiel en fait que nous aussi, dès maintenant, on essaye de tirer des leçons des vagues précédentes, mais surtout aussi de la vague que j'ai l'impression qui est mise en péril par un backlash actuellement, de celle qu'on est en train de vivre, donc de cette vague sur les violences sexuelles que je vais aborder. Et finalement, la seule manière d'avancer dans nos luttes, c'est vraiment d'essayer de réfléchir au mieux nos actions, de réfléchir au mieux ce qu'on fait, pour être plus efficace que les vagues précédentes. Une hirondelle Twitter peut faire le printemps arabe. Cette citation, issue d'un son de Douskawa, résume plutôt bien la situation. Les réseaux sociaux prennent une place de plus en plus importante dans les luttes sociales et ils vont servir d'outils, que ce soit pour la communication, pour l'organisation, pour traiter de l'actualité, pour plein de choses différentes. Et les printemps arabes, du coup, pour celles qui ne sauraient pas, c'est un ensemble de contestations d'intensité divers qui ont eu lieu en 2011 dans tout un tas de pays. Alors en Tunisie, en Algérie, au Yémen, en Jordanie, en Mauritanie, à Oman, en Arabie Saoudite, au Liban, en Égypte, en Syrie, en Palestine, au Maroc, au Soudan, à Djibouti, en Irak, en Libye, en Somalie, au Koweït, mais aussi à Chypre et en Iran, et j'en ai potentiellement oublié. Et ces diverses contestations, elles ont en fait un point commun, c'est de s'être... Elles ont plus qu'un point commun, mais celui qui nous intéresse, c'est le fait qu'elles se sont servies des réseaux sociaux. Un des événements marquants de ces printemps arabes, c'est d'ailleurs l'occupation de la place Tahrir en Égypte, qui a lancé ce qu'on appelle aujourd'hui le mouvement des places. Ce mouvement des places, c'est aussi quelque chose qui a démocratisé l'utilisation des réseaux sociaux dans les luttes sociales à travers le monde. Je vais pas expliquer exactement ce que c'est le mouvement des places. Si vraiment ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires. Je ferai avec plaisir une vidéo là-dessus parce que j'en ai beaucoup parlé dans mon mémoire. Le mouvement des places, pour vous donner quand même une petite idée de ce que ça rassemble, on va parler du coup de cette occupation de la place Tahrir en Égypte. On va également parler des indignés en Espagne, de Occupy Wall Street aux États-Unis ou encore de Nuit debout en France. Dans la vague du féminisme qui nous intéresse, celle qu'on expérimente actuellement, les réseaux sociaux prennent aussi une place importante et finalement c'était assez prévisible avec cette dynamique qui a été mise en place par les différents mouvements contestataires que je viens de vous évoquer. Un autre élément important avec lequel on peut faire le lien entre ces différents mouvements que je viens de vous évoquer et cette dernière vague du féminisme, c'est le fait que ces mouvements n'ont pas du tout émergé en Europe ou aux États-Unis, et c'est quelque chose qui est quand même très souvent omis. Cette vague du féminisme, cette dernière vague, elle naît en réaction à des féminicides en Inde et en Amérique du Sud.
La vague, elle va donc commencer à s'intéresser au féminicide avec des mouvements comme Ni Una Ni Menos, avec les collages en France, avec aussi les noms de femmes qui ont été tuées par leur conjoint ou ex-conjoint, écrits directement, tagués directement sur les murs en Espagne. Il y a une certaine volonté de compter ces femmes pour vraiment pouvoir se rendre compte de l'étendue du drame, mais parallèlement aussi de vouloir les faire exister en tant qu'individus, en racontant leur histoire, pour finalement les replacer en tant qu'individus, en tant que personnes, avec leurs propres accomplissements, leurs propres aspirations, leurs propres familles, et ainsi de suite. Au-delà des violences conjugales et des féminicides, on se rend compte aussi très rapidement que cette vague va commencer à s'intéresser beaucoup plus globalement à la question de l'ensemble des violences sexuelles faites envers les femmes, mettant du coup en exergue le peu de crédit qui est accordé à la parole des femmes dans nos sociétés. On remarque aussi un intérêt tout particulier sur les règles qui va se manifester de plein de manières différentes, avec notamment une certaine libération de la parole. On veut pouvoir parler du fait qu'on a nos règles, on veut pouvoir parler de nos douleurs de règles, on veut qu'on arrête de nous dire qu'elles sont normales. On va vraiment avoir cette libération de la parole pour parler des douleurs, pour parler des saignements, pour parler des protections, pour parler de tout ça, de tout ce qui tourne autour des règles. Et ça va pas uniquement se passer non plus qu'en Occident, c'est pas uniquement en Europe qu'on s'intéresse à ça. On va voir aussi que c'est des choses qui se passent dans des pays comme la Thaïlande, dans des pays comme l'Inde également. Et je vous mettrai un documentaire hyper intéressant justement sur la question des règles, sur la question de la précarité menstruelle dans certains pays. On a aussi la question de l'avortement qui revient sur le devant de la scène, tout simplement parce que de nombreux pays n'autorisent toujours pas l'avortement et que dans les pays où l'avortement est autorisé, il est la plupart du temps de plus en plus mis à mal. Les femmes, au-delà même de celles qui se considéraient comme féministes, de manière plutôt large du coup, se sont rassemblées pendant plusieurs années sur ces thématiques des violences sexuelles et sur la manière également dont la parole des femmes est entendue et reçue, ou plutôt en l'occurrence non entendue et ignorée. C'est des questions très simples qui reviennent en boucle finalement, c'est pourquoi ne sommes-nous pas crus? Pourquoi sommes-nous ignorés? Pourquoi tout le monde s'en fout de nos souffrances? Pourquoi on est tellement consciente qu'on sera pas cru? Pourquoi on est tellement consciente que tout le monde s'en fout qu'on n'ose même plus en parler? Et ça s'est matérialisé de plusieurs manières, avec notamment les femmes qui se sont mises à témoigner massivement sur les réseaux sociaux, avec un certain nombre de hashtags, notamment le hashtag Balance ton porc, le hashtag MeToo, qui sont les plus connus, mais il y en a eu vraiment des dizaines et des dizaines d'autres, notamment par exemple le hashtag Mon Postpartum, qui partageait du coup des témoignages des difficultés que peuvent rencontrer les femmes après l'accouchement. J'en profite ici pour vous partager le compte Instagram de deux personnes dont j'aime beaucoup le travail et qui ont été des co-créatrices de ce hashtag Mon Postpartum, et c'est donc Ilana Weissman, j'espère vraiment que j'écorche pas ton nom, et Macha s'explique. Je vous mets leur compte Instagram en barre d'infos. J'avoue, c'est clairement un prétexte pour en parler ici. Et donc ce hashtag, le hashtag Mon Postpartum, il va lui aussi totalement dans le sens de la libération de la parole des femmes. Après tout ce laïus sur les réseaux sociaux, je pense que c'est important de préciser quand même que bien évidemment, les femmes ne se contentent pas de ça. Les réseaux sociaux, c'est très bien pour s'informer, pour se tenir au courant de l'actualité, pour s'organiser, pour éventuellement se rencontrer, mais c'est évidemment pas suffisant, et d'ailleurs c'est particulièrement visible actuellement dans cette vague. Les collages, c'est principalement pour la France, mais dans d'autres pays, on voit d'autres moyens d'expression, dans la rue aussi, par d'autres moyens, avec d'autres messages. Je vais quand même rester un petit peu sur cet exemple des collages, parce que forcément c'est quelque chose que je connais mieux que d'autres systèmes qui ont été utilisés ailleurs. Ces collages, en fait, ils font exister directement dans la rue des voix qui auparavant étaient totalement inaudibles. Alors bien évidemment, il est possible de détourner les yeux, il est possible de les arracher, mais ça n'empêche pas du tout ces messages d'exister, d'être matérialisés directement dans la rue et de prendre de l'espace finalement. On remarque aussi qu'il y a eu énormément de manifestations féministes ces dernières années, et ces manifestations, elles ont montré que ces voix, que ces messages que les collages faisaient exister n'étaient pas en fait juste quelques dizaines de femmes très actives qui faisaient un travail phénoménal, ce qui est peut-être quand même le cas, hein, mais que dans ces voix, que dans ces messages, finalement, il y avait des dizaines de milliers de femmes qui se reconnaissaient et qui étaient du coup bel et bien vivantes et avec leur propre individualité. Malheureusement, comme avec les vagues précédentes, on finit très vite par déchanter. Parallèlement à toutes les actions qui ont été menées pour permettre aux femmes de se réapproprier des espaces pour s'exprimer, nos opposants n'ont évidemment pas chômé. Vous vous imaginez bien que des femmes qui parlent, des femmes qui s'organisent, des femmes qui dénoncent, c'est dangereux. Ça veut dire que c'est eux qu'on dénonce.
ça veut dire que c'est à leur impunité qu'on touche. C'est ça qu'on met en péril. Finalement, c'est leur comportement qu'on expose à la vue de tous et vous imaginez bien que ça les met pas en joie. Mais là où les femmes doivent continuellement réinventer des moyens d'action et des moyens d'organisation, ceux du patriarcat, eux par contre, sont bien huilés. Dès que des scissions, dès que des divergences majeures sont apparues au sein des féministes, le retour de bâton ne s'est pas fait attendre. Au bout d'un certain temps, et c'est commun à toutes les vagues, sinon elles ne prendraient fin qu'à la fin du patriarcat, qu'à l'abolition du patriarcat, la force et l'organisation de l'opposition ainsi que les polarisations qu'on peut voir au sein même des mouvements féministes et qui finalement apparaissent dans tous les mouvements sociaux au bout d'un certain temps. C'est là que la progression s'achève, c'est là du coup qu'on va parler de backlash, qu'on va parler de retour de bâton. Pour une explication vraiment très simple à comprendre, on peut dire que le féminisme, il avance un petit peu à la manière de 2 pas en avant, 1 pas en arrière, et si vous voulez, les 2 pas en avant, c'est la vague, et le pas en arrière, c'est le backlash. Si je me fie à ce que je vois sur les réseaux sociaux actuellement, et évidemment c'est pas du tout objectif parce que c'est très lié aux personnes que je suis moi-même, aux personnes dont j'ai des échos et ainsi de suite, ce sera pas du tout objectif comme analyse en l'occurrence, mais j'ai l'impression que finalement les polarisations auxquelles on a affaire actuellement sont les mêmes que pour les vagues précédentes à peu de choses près. On a toujours ce problème, cette question d'inclusivité qui est encore une problématique dans nos mouvements, qui n'est pas encore acquise finalement. Pour expliquer vraiment comment fonctionne le backlash, il faut bien comprendre que le patriarcat, c'est un système qui oppresse et exploite les femmes au profit des hommes. Et ce système, il est tellement ancré socialement qu'un simple statu quo permet de le faire perdurer. Seulement voilà, les femmes, en s'organisant, en menant des luttes féministes, perturbent l'ordre social. Les simples mécanismes patriarcaux banalisés ne sont plus suffisants pour maintenir la domination des hommes telle qu'elle, et il s'agit donc d'agir. Au départ, l'opposition, elle est plutôt marginale, elle est même souvent moquée par certains hommes. Dans le cas qui nous intéresse, on va parler par exemple des incels ou des hoministes, enfin ce genre de groupe masculiniste. Mais quand le féminisme se retrouve réellement sur le devant de la scène, quand on sent que quelque chose de vraiment intéressant peut arriver, finalement quand de vrais changements concrets semblent possibles pour les femmes, c'est à ce moment-là en fait que ces groupes et aussi surtout leurs petits frères auront le temps de se développer pendant toute la progression féministe, pendant toute la vague. Ces groupes-là, ces groupes d'opposition s'organisent et finalement ils ne sont plus aussi marginaux, ils vont se développer et ils vont presque commencer à avoir pignon sur rue. On va parler aussi par exemple des MGTOW, je sais pas si on dit comme ça, honnêtement je m'en fiche un petit peu. D'ailleurs je pense faire une vidéo, je sais pas si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire, je pense que j'ai dit ça 10 fois dans cette vidéo, c'est pas grave. Je pensais faire une vidéo justement pour expliquer un petit peu et mieux comprendre comment fonctionne et qu'est-ce qu'ils racontent comme message, qu'est-ce qu'ils veulent faire transmettre comme message tous ces groupes masculinistes. Si on prend le cas de la France, un des événements vraiment marquants de ce backlash, quelque chose qui pour moi est vraiment le moment où ok c'est bon, c'est sûr, on est en plein backlash, c'est vraiment un moment qui m'a fait cet effet là, c'est le fait qu'on se retrouve aujourd'hui avec Darmanin comme ministre de l'Intérieur. Après des mois et des mois à tenter de faire entendre la voix des femmes sur les violences sexuelles qu'elles subissent, après des mois et des mois à dénoncer le peu de crédit qui est accordé à la parole des femmes, et par extension des mois et des mois à remettre constamment sur le tapis le sujet de la police qui n'accepte pas les plaintes, qui n'est pas formée à recevoir les victimes non plus, et le fait aussi que la justice maintient l'impunité des violeurs, un homme qui a été accusé de viol se retrouve chef des flics. Bien que nous soyons quand même très nombreuses à ne pas croire en l'État, à ne pas croire au réformisme, ça a été quand même ressenti comme un vrai coup de poignard par beaucoup de femmes. Et évidemment, les réactions des féministes ne se sont pas fait attendre, puisque suite à ça, il y a eu plusieurs manifestations à travers la France. J'ai d'abord cru que ce backlash allait forcément sonner la fin de la vague, et puis finalement, je sais pas. Ce que les lycéennes ont fait le 14 septembre, ça me redonne un petit peu d'espoir, et j'ai l'impression que l'émulation autour du féminisme, elle s'est pas tellement atténuée en fait. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai pas cette impression, j'ai pas ce sentiment-là. Plus l'impression qu'on est réellement dans une vraie montée avec de plus en plus de femmes intéressées au sujet. Peut-être qu'il y a une stagnation ou une évolution qui est plus lente, mais en tout cas, j'ai pas l'impression que ce soit en train de s'atténuer. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Ceci dit, pour moi, on est quand même en plein backlash. Pour moi, ça reste une certitude, surtout justement avec cet exemple aussi des lycéennes
le 14 septembre qui du coup se sont organisées par rapport au fait que certaines d'entre elles s'étaient fait réprimander, voire refuser l'accès de leur lycée à cause de tenues jugées provocantes. Et finalement, c'est clairement un retour de bâton qu'elles se sont pris derrière quand on leur a répondu avec cette idée nauséabonde de tenue républicaine. Je vais pas m'étaler sur le sujet, je vais juste terminer en disant que quoi qu'il en soit, si fin de vague il y a, personnellement, je reste plutôt optimiste et je pense que là où les prochaines ne tarderont pas. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner, à commenter, à liker la vidéo. En plus de me donner envie de continuer, c'est aussi ce qui aide la chaîne à se développer. Voilà, à bientôt!